Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je me replonge dans la très large filmographie du réalisateur suédois culte Ingmar Bergman qui a collectionné les œuvres marquantes dans l'histoire du cinéma. Et là, j'ai visionné la plus ancienne que j'ai pu voir jusqu'ici de lui. J'en ai évoqué plein sur la chaîne, mais là on remonte en 1953, voire 54 en France, donc on va dire qu'il fête ses 70 ans, plus ou moins, avec le très connu Monica, ou en version originale, Sommaren med Monica. Du coup, d'ailleurs, en français, ça a été aussi traduit par Un été avec Monica. C'est le titre du roman de base, écrit par Per Anders Fogelström. Et il a été aussi intitulé en France sous le sobriquet de Monica et le désir. Bon, moi je l'appelle Monica, ce film, parce qu'il n'y a pas qu'un été avec Monica, qui nous intéresse ici. Hein, ça couvre un peu plus que la période estivale, et Monica et le désir, oui, le désir de vivre, de s'émanciper, ça c'est certain, on y reviendra. Et au casting, pour interpréter Monica, nous avons Harriet Andersson. Alors c'est pas son premier rôle, je ne sais même pas si c'est ses débuts ici avec Bergman, mais ce qui est sûr, c'est que ça va devenir son égérie. Elle va faire beaucoup de films avec le monsieur dans les années 50, 60, et même jusque dans les années 70, Cris et chuchotements, et puis elle aura été la compagne du réalisateur. À ses côtés, nous avons Lars Ekborg, pour l'autre rôle principal, on va pas forcément citer les autres. Et c'est un film qui est hyper célèbre pour une scène vers la fin du film, le fameux regard de Monica, sur lequel je reviendrai ici, sans vraiment spoiler. De toute façon, c'est pas un film qui est marquant par ses retournements de situation, il faut le laisser vivre sous nos yeux et réfléchir avec son évolution. Alors, l'histoire sur le papier est très simple, hein. On se situe à Stockholm. Voilà, on a d'ailleurs un plan d'ensemble sur cette ville au réveil, je pense, avec ce brouillard matinal, le port, tout ça, qui donne un côté à la fois réaliste et un petit peu sublimé, façon Visconti, Les Nuits Blanches, peut-être. Bon, pas tout à fait la même chose quand même, mais on peut imaginer. Et donc, à un moment, on va se retrouver dans un bar où la jeune Monica, qui a 17 ans, donc ça on l'apprend plus tard dans le film, va draguer ouvertement un jeune homme qui a 19 ans, les deux bossent hein, déjà, hein, et elle a envie de voyage, de parcourir le monde, elle lui propose ça directement. C'est très intéressant, c'est cette envie déjà de liberté, et les deux vont se revoir et tomber amoureux. Voilà. Sauf que dans leur existence, ça ne va pas fort au niveau professionnel, c'est difficile, notamment Harry qui travaille dans une verrerie et à un moment il va devoir la quitter, hein, parce il arrive à la bourre, quoi. Et Monica, c'est surtout avec son père que ça va pas du tout, il est violent, alcoolique. Bref, elle va claquer la porte, va chercher Harry, et les deux, sur un coup de tête, puisque Harry n'a plus de boulot, vont prendre un bateau pour aller sur une île. Alors c'est pas l'île de Bergman qui le rendra célèbre encore plus par la suite, non, ici c'est l'île d'Örnö, qui est pas du coup au nord, mais plutôt autour de Stockholm. Mais c'est encore voilà, une île bergmanienne pour y vivre un été sauvage et idyllique, parfait, vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Le rêve, où Monica peut se dénuder sous les yeux de son amant, et c'est assez avant-gardiste et moderne pour 1953. Le film avait été classé un peu érotique, hein, juste pour ça. Et voilà, sauf que malheureusement, cet instant de bonheur, voilà, instant capté par la caméra de Bergman, qui souvent mettait dans l'éternité des moments du présent, eh bien, ne peut pas durer. Et à un moment, le retour du bâton cosmique va se faire pour les deux, puisqu'il manque de vivre. Monica va tenter d'aller dérober des trucs, bref, c'est la panique, et de ce fait, ils ne peuvent plus rester sur place et vont rentrer sur Stockholm, où ils vont vivre une vie posée, hein, celle qu'ils voulaient fuir, avec des responsabilités, d'autant plus qu'une autre responsabilité vient les cristalliser à jamais dans ce monde qu'ils ne voulaient pas tout simplement subir. Terrible, terrible tragédie finale peut-être aussi. Et c'est un film qui est très très fort en fait, c'est un Bergman très pur, qui annonce beaucoup de choses de ce qu'il fera par la suite, notamment la façon dont il capte le regard, on va y revenir sur ce plan-là, mais aussi le visage de son personnage féminin, le personnage féminin bergmanien d'ailleurs, dans son ensemble. Ce genre de film, vous le voyez là, vous allez penser à Persona après. Alors c'est très différent, hein, mais la façon voilà, d'établir des gros plans est
de mettre justement la femme en avant dans un monde qui ne va pas lui permettre de vivre sa vie. Et il y a un geste là vraiment hyper avant-gardiste, d'ailleurs, qui pour 1953 me paraît assez fou, sur plein de points, hein, pas que sur le regard caméra, mais aussi des choses qui vont clairement influencer, par exemple, la nouvelle vague française. Truffaut ou Godard, eux-mêmes vont... Enfin, Truffaut va référencer le film indirectement dans Les 400 coups, avec une affiche, et Godard va parler sur le film, notamment sur le regard de Monica. On va y arriver, on va y arriver. Mais très vite, voilà, on sent l'idée, d'ailleurs un peu théâtrale du début, dans un bar, dans la ville, parce que Bergman aussi, grande dramaturge, il y a cette idée-là qui va s'ouvrir d'un coup, open air, avec l'été sur cette île. Cette idée que peut-être on peut réussir à vivre ses rêves à un moment, sauf que finalement la vie vous rattrape et les rêves s'écroulent. Et c'est parfaitement représenté là-dessus. Et dès cette introduction, on le sent, hein, le côté un peu brumeux de ce Stockholm qui est là et qui étouffe finalement avec une chape de plomb l'existence des gens. Et dès le début aussi, on le voit, hein, ces deux jeunes qui vont oser quelque chose et déjà le printemps arrive, comme le disent des personnes plus âgées là, qui commentent cela presque de façon amusée. Là, c'est une autre génération, quoi. Idée de génération aussi. Et évidemment, après, il se passe ce qui va se passer. On ne peut que forcément s'arrêter sur ce moment de regard caméra qui, pour certains spécialistes, est le premier vrai regard caméra au cinéma. Alors quand je dis regard caméra, c'est vraiment le personnage qui interpelle le spectateur. Pas le regard caméra en mode plan subjectif. Parce que ça, voilà, un personnage plan subjectif qui regarde un autre personnage, on voit le personnage regarder la personne qui filme. En gros, là, c'est pas vraiment un vrai regard caméra, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a vraiment le geste. Et il en dit long. Alors, il se situe vers la fin du film, dernier acte, hein, si on veut, après le retour donc, de cette île, où Monica donc, se tourne comme ça, vers le spectateur. Justement, parce que Bergman, ici, qu'est-ce qu'il fait? Et ça a un petit peu, on va dire, opposé certains spécialistes. Je parlais de Godard, qui pour lui, voilà, il disait que c'était le regard le plus triste de l'histoire du cinéma. Un certain Alain Bergala, lui, n'était pas d'accord avec ça. Je suis plutôt de son avis, que j'ai écouté avant de faire cette vidéo. Ça reste un procédé critique, mais à un moment, tu as envie de creuser quand il y a quelque chose qui te marque. Et c'est vrai que là, je pense plutôt que Bergman a voulu faire que le spectateur s'implique dans, on va dire, le choix de Monica. C'est un choix assez dur, assez ultra-moderne et répréhensible sur certains points, pour plein de raisons, mais qu'on peut essayer de comprendre aussi par rapport au fait que dès le début, on sait qu'elle veut s'émanciper et se libérer de cette vie-là, sauf qu'après, elle va être re-emprisonnée autrement, avec pourtant la personne qu'elle aime vraiment, et à un moment, qu'est-ce qui est possible en fait? Quel est l'échappatoire ici? Bonne question. Peut-être que ce regard caméra, justement, demande au spectateur, est-ce que j'ai mal fait? Oui, mais est-ce que vous me comprenez aussi? Voilà, je fais un choix drastique, violent, mais rappelez-vous qui je suis. Donc jugez-moi, si vous voulez, voilà. Vous pouvez me regarder, je vous regarde, mais vous, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je vois ça. Je vois aussi beaucoup de mystère dans ce regard. Le mystère des regards de femmes chez Bergman, toujours, et là, j'en reviens à Persona aussi. Cette idée qu'on va essayer de sonder l'âme de Monica, mais au final, il n'y a qu'elle qui détient sa propre réponse. Pouvons-nous, nous, spectateurs, la juger, et surtout les spectateurs de l'époque, qui, j'imagine, justement, avant ce regard caméra, peut-être aller la juger, là, clairement, elle se retourne vers eux en disant « Et alors ? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que, franchement, vous, à ma place, vous auriez accepté cette vie-là, hein ?» La plupart des gens auraient dit oui, mais quand on leur demande vraiment dans l'inconscient, au lieu de se conformer à la société, parce que beaucoup auraient dit oui, j'accepte cette vie, c'est comme ça, c'est les conventions, mais au fond, psychologiquement, est-ce que beaucoup l'acceptent vraiment dans leur fort intérieur? C'est ça, ce regard, pour moi. Et c'est très fort, parce que là, vraiment, Bergman sort, on va dire, du cinéma, mais c'est un pur geste de cinéma aussi, en faisant interagir le spectateur et le personnage. Un truc qu'on ne fait pas, normalement, c'est pas possible. Brise le quatrième mur, c'est une convention absolument folle. Après, peut-être qu'on peut trouver ce genre de choses dans certains films muets d'antan. À vérifier, mais est-ce que c'est vraiment le vrai premier regard cinéma de l'histoire Vraiment pas sûr. On peut toujours trouver, à mon avis, des moments dans l'histoire où, de façon plus ou moins détournée, il y a eu déjà cette idée, cette intention-là.
En tout cas, c'est sûr que ça a fait rentrer le film dans l'histoire, ça c'est certain. Il a marqué, on va dire, le 7e art, rien que pour ça, mais il vaut le film bien au-delà. Enfin, c'est-à-dire que ce regard cinéma sorti du contexte, non, il faut voir le film dans son ensemble et voir cette construction, cette déconstruction à la fois du couple et du rêve, et de ce qui se passe. Et au final, qu'est-ce qu'il ne reste? C'est ça, la fin est assez pessimiste en soi. Je peux comprendre Godard quand il dit que c'est le regard le plus triste de l'histoire du cinéma. Parce que sur la finalité, qu'est-ce qu'il reste? Oui, bah, il ne reste plus que des souvenirs, des flashbacks. Parce que le bonheur qui a été ultime et sublime n'a pu durer qu'un instant. C'est peut-être ça aussi le message du film, c'est-à-dire que à chercher le bonheur absolu, oui, celui-ci, peut-être qu'on peut le vivre, mais il ne restera que fugace dans cette existence. Parce qu'après, de toute façon, peut-être qu'une certaine monotonie finirait par s'installer, ou au pire, la réalité qui se rappelle à toi. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, et c'est, je pense, dans cette optique que Bergman a voulu construire ce film, avec ce mystère, et puis chaque individu, avec soi-même, ses décisions, doit après assumer ou non ses actes, mais est-ce que le spectateur, lui, l'assumerait vraiment? Ou l'assume-t-il à ce moment-là? Très bonne question. Alors, évidemment, c'est les années 50, hein, c'est un autre monde, c'est assez fou d'imaginer un tel film dans cette époque. Aujourd'hui encore, ça fait quand même réfléchir beaucoup, et c'est toujours très intéressant quand même, parce qu'on est toujours, de toute façon, rattrapé par la réalité, sauf si on décide de vraiment briser toutes les chaînes, mais quelle vie pouvons-nous vivre? Bonne question. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est de moins en moins possible. Des choses qui étaient peut-être possibles un peu encore dans les années 50 le sont encore moins aujourd'hui. Hein, et c'est pas évident. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Monica, ou Un été avec Monica, puisque là, quand je publie cette vidéo, c'est encore l'été. Hein, j'ai de l'avance, là, mais oui, on est encore au mois d'août. Hein, et voilà, ça mérite qu'on en parle et qu'on en discute, je pense, là, ci-dessous. Donc prenez votre clavier, donnez votre propre interprétation de ce regard caméra aussi, parce que je pense qu'on peut en avoir des centaines. Voilà, allez, à la prochaine, ciao!